Oh my god, on y est enfin. On est seulement en juillet, mais on est enfin à cette fucking vidéo de bilan de lecture de l'année 2024. Septembre. On est en septembre pour un bilan de l'année 2024. Pardon. J'ai eu un été compliqué, ok? Je vous laisse avec la vidéo. Alors, je ne suis pas en drague, ça vous avez pu le remarquer, mais comment vous dire qu'il fait extrêmement chaud et que se mettre en drague, c'est vraiment pas céder dans la vie, donc je vais m'épargner ça. Alors oui, je suis d'accord, le concept de cette chaîne, c'était une drague artiste qui dit des trucs, et là je ne suis pas en drague, donc ça change un petit peu, mais que voulez-vous, les choses évoluent, et surtout, il fait trop chaud en fait. Si jamais je dois attendre de pouvoir me mettre en drague, autant vous dire que vous aurez une double vidéo de 5h30, bilan de lecture 2024-2025, donc autant y aller en habit de civil. Vous allez beaucoup me voir suer. Je suis désolée d'avance pour tous les bruits parasites qui doivent être nombreux. Je suis allée dans l'endroit le plus frais de ma maison où il fait un bon 29,5 et il s'avère que c'est pas l'endroit le plus silencieux. Comme tous les ans, je vous propose une vidéo où je vais vous parler des livres que j'ai pu lire dans l'année 2024 en partant de ceux que j'ai préférés en allant à ceux que j'ai le moins aimés. Comme ça, si jamais vous voulez pas regarder en entier, normalement vous avez que la crème de la crème car mon avis est bien sûr parfait. C'est moi qui décide ce qui est bien et ce qui est pas bien, n'est-ce pas? Vous avez vu mon t-shirt? Il est trop beau. Il est fait par Lucille Gauthier, la best. Comme d'habitude, j'aimerais faire un petit disclaimer pour vous rappeler que on n'est pas une meilleure personne parce qu'on lit beaucoup. Je fais pas cette vidéo pour flex en disant ouais moi je suis quelqu'un qui lit à fond. C'est vraiment l'inverse que j'ai envie de transmettre. J'ai envie de vous transmettre la passion et le plaisir qui m'anime quand je lis. Et si vous retrouvez pas ça quand vous êtes en train de lire, ça sert à rien et c'est pas grave en fait de pas lire. Surtout que vous lisez sûrement beaucoup plus que vous ne le pensez, hein, parce que la lecture a plusieurs formes et c'est assez élitiste de dire qu'un livre c'est juste un roman ou un essai. Ça peut prendre de multiples formes. Dans une certaine mesure, ça peut aussi être assez classiste et assez validiste de prôner à tout prix la lecture parce que certaines personnes, et j'en ai bien conscience, ne peuvent pas lire avec autant d'aisance que moi par exemple. En fait, ce que j'ai envie que vous reteniez de cette vidéo, c'est plus lisez si ça vous procure du plaisir et si c'est une souffrance, ne lisez pas. Quoi que vous choisissiez de faire, votre valeur n'en est pas impactée. Et bon, bien sûr, si je fais cette vidéo, c'est pour partager mon bonheur de lire et peut-être que ça vous donnera envie de lire, mais sinon, c'est pas grave, vous pouvez juste m'écouter parler de manière approximative de livres, encore plus approximative que d'habitude puisque on est en juillet 2025 et je vais parler de livres que potentiellement j'ai lus en janvier 2024 et vu ma grande mémoire, ça va être excellent. On va commencer tout de suite avec les livres auxquels j'ai mis 5 étoiles. J'ai commencé mon année avec une relecture de cette bande dessinée d'Antoine Marchalo qui s'appelle Histoire Croûte, qui est tout bonnement un chef-d'œuvre. Antoine Marchalo, c'est à la fois très beau, mais surtout très drôle, très bien écrit, comme son titre l'indique, avec humour, n'est-ce pas? C'est un recueil de plusieurs petites histoires courtes. Pourquoi je l'ai relu? Parce que au début de l'année 2024, avec mes amis de la House of Diamonds, on a conçu un spectacle drag pour une médiathèque et le début du spectacle, c'était nous qui lisions plusieurs livres qui nous plaisent. Pour moi, c'était important qu'il y ait aussi de la bande dessinée, donc je suis allée vers ce livre d'Antoine. Ça me semblait vraiment hyper drôle de lire ces textes qui sont pleins de jeux de mots, plein de jeux rapport texte-image à l'oral. Moi, je vous conseille les yeux fermés toutes les œuvres d'Antoine Marchalo qui sont absolument sublimes. C'est le genre de livre où on rit à voix haute quand on les lit et c'est pas tous les livres. Voilà, un très bon début d'année. Ensuite, j'ai continué en lisant Suicide Total de cette queen de Julie Doucet. Il y a eu deux versions qui sont sorties. Il y a une version en forme de livre un peu classique et il y a eu une version Loporello qui fait 20 mètres. Donc le Loporello, si vous savez pas, c'est une relure accordéon où en fait on a qu'une seule page qui se déplie comme ça. Alors moi j'ai eu trop de chance parce que quand j'ai fait une résidence artistique à Colomiers, l'équipe qui m'accueillait m'a offert la version Loporello. 20 mètres, imaginez-vous 20 mètres de ça. Donc c'est assez dingo comme objet aussi. Même les textes sont du dessin en fait chez Julie Doucet, c'est assez incroyable. C'est une sorte de journal, surtout des histoires d'amour j'ai l'impression. Moi j'aime beaucoup parce que c'est beaucoup des dessins de visage. Mon truc préféré à dessiner c'est les visages et parfois je comprends
complexe un peu de me dire une bande dessinée ça peut pas être des têtes qui flottent. Or là dans ce livre c'est vachement des têtes qui flottent et ça fonctionne hyper bien, donc en fait ça m'a aussi fait plaisir en tant qu'autrice de me dire que c'était possible et que j'étais pas obligée de m'acharner à faire des décors en mauvaise perspective pour transmettre quelque chose de fort. J'aime beaucoup les dessins hyper graphiques avec des masses noires. Il y a beaucoup de moments où les dessins c'est comme un remake plusieurs fois de la même tête qui se démultiplie, et moi j'aime beaucoup ce jeu de la copie de la série. C'est quelque chose qui m'intéresse aussi dans mon travail, donc ça m'a fait plaisir de le retrouver là-dedans. Bref, c'est un banger et c'est vraiment un objet d'art quand on l'a sous forme de Leporello, donc j'ai trop de chance. Merci la team Colomiers, vous êtes vraiment des anges. Lisez du Julie Doucet, c'est trop bien. C'est une queen dans le monde de la BD et il n'y a pas tant de meufs qui sont mises en valeur dans le monde de la BD, donc foncez. Ensuite, ma très chère Safran, qui est avec moi dans la House of Diamonds, m'a offert ce livre qui s'appelle Arencia de Isaac Flores. Donc c'est un livre de photographie. Bon, alors j'ai mis que je l'ai lu, mais c'est en espagnol donc je l'ai pas lu. Mais quand je vous disais que faut arrêter d'être élitiste, les potes, un livre de photos, ça se lit aussi. Ok, j'ai décidé. Ok, on dirait que je veux me failliter avec vous. C'est trop bien, c'est des photographies un peu de personnes queer, notamment des drags, mais pas que. Unos años de pandemia, transformismo y descendencia ibérica. Donc j'imagine que c'est quelques années de pandémie, de transformisme et de dissidence dans la péninsule ibérique, j'imagine. Ce qui est trop bien, c'est que par rapport à ce qu'on peut trouver maintenant, c'est pas que des photos de petits jeunes queer trop beaux et tout. C'est assez divers dans les corps, il y a des personnes plus âgées, il y a des personnes non blanches. Et du coup, c'est hyper rafraîchissant et c'est très stimulant pour ma pratique du drag. Donc j'ai vraiment adoré, c'était trop beau. Et en plus, ça fait trop plaisir à chaque fois qu'on a des livres de photos parce que c'est des beaux objets qu'on s'offre peut-être pas trop soi-même parce que ça a un certain coût. Donc j'étais trop contente de recevoir ce cadeau. Merci ma star. J'ai lu Vieille fille de Marie Coq que j'ai trouvé absolument incroyable. C'est un livre où elle parle du fait qu'elle est une vieille fille et que en fait ça ne lui pose aucun problème. Le début du livre, c'est elle a failli se noyer et pendant qu'elle se noyait, elle s'est rendue compte qu'elle n'a absolument pas eu de pensée en se disant mon Dieu, j'ai raté ma vie, j'ai pas de compagnon, compagne, j'ai pas d'enfant. Elle s'est mise à embrasser cette personnalité de vieille fille et ce livre il est hyper bien parce que ça propose d'autres chemins de vie hors des sentiers battus. Ça explore en quoi c'est un stéréotype hyper sexiste de se dire qu'une femme doit vieillir entourée quoi, d'une famille hétérosexuelle en plus. Il y a un passage qui m'a vachement touchée où elle raconte que en fait le truc qui l'a fait plus pleurer dans les films américains, c'est ce trope de un jeune adulte rencontre un homme et lui dit bah en fait t'es mon père quoi. Et vis-à-vis de ça, elle dit que elle ça la rend triste parce que c'est quelque chose qu'elle ne pourra jamais expérimenter en tant que femme. Se dire on rencontre un enfant adulte, ça m'a quand même donné des réflexions assez intéressantes sur la parentalité entre autres. Même si maintenant c'est un peu acquis dans le féminisme de se dire oui, une femme n'a pas besoin d'un mec, n'a pas besoin d'enfants, c'est pas la vocation dans la vie. Et ben, je pense qu'il reste quand même un gros stigmate social sur les femmes qui font ce chemin de vie. C'est bien ce livre parce que ça montre que non seulement c'est pas quelque chose dont on a besoin, c'est pas non plus un aboutissement de vie, mais aussi ça ne manque pas forcément. J'ai l'impression qu'on a un discours de genre c'est pas arrivé, bon allez c'est pas grave que ça soit pas arrivé, mais quand même la pauvre. Et là vraiment c'est un discours plutôt de trouver de la joie dans ce rôle de vieille fille. C'est dommage, je pense qu'il y a des gens qui pourraient se vexer, mais c'est un super cadeau à offrir à des meufs célibataires et contentes de l'être et qui veulent pas d'enfants et qui sont vraiment contentes de ça. Mais j'entends que ça puisse être mal pris. Je vais enchaîner sur un livre qui, pour moi, entre en résonance. C'est le livre de Gabrielle Richard, Faire famille autrement. L'idée, c'est vraiment de partir du postulat que dans nos sociétés, on nous impose une seule forme de famille, qui serait le couple hétérosexuel qui a des enfants de manière biologique. Et en fait, elle explore tous les autres moyens d'avoir des enfants, et notamment pour les personnes queer. La richesse que peuvent avoir ces différentes formes de famille, de parentalité, ce qu'elles peuvent apporter même au modèle traditionnel. Ce livre pour moi c'est une vraie ressource parce que je suis en train de travailler sur une bande dessinée qui explore les liens entre les identités queer et la capacité à se projeter en tant que parent. J'ai fait plein d'entretiens avec des gens et je me base sur mon histoire personnelle. C'est quelque chose dont je pourrais parler dans une vidéo si jamais ça vous intéresse, pourquoi pas, ça pourrait me faire avancer sur ma réflexion en plus. Du coup je suis hyper friande de tous ces livres qui réfléchissent autour
autour des familles queer, des freins qu'il peut y avoir à faire famille quand on sort de ce schéma cis hétérosexuel blanc, mais aussi des choses enthousiasmantes qui peuvent apparaître quand on s'imagine une famille avec une autre configuration. Gabrielle Richard, une star, hein, c'est trop bien ce qu'elle fait, je l'adore. Toujours dans les livres ressources pour ma prochaine bande dessinée, j'ai lu Les Humiliés de Rosen Le Cabourl. Cette typo est ignoble. Le U et le N, franchement, ils se ressemblent de ouf. Bref, c'est nul. Donc, Les Humiliés de Rosen Le Carboulec. C'est un livre qui parle de la période Manif pour tous, qui pour moi est un traumatisme plus. Pourquoi ce titre? Parce que Macron dit qu'il y a une grosse part de la population qu'on n'a pas écouté sur ce sujet et qui se sont retrouvés humiliés. Et pour lui, c'est évidemment pas les personnes queer qui en ont bavé pendant un an, mais les personnes de la Manif pour tous qui n'ont pas gagné leur combat pour interdire des droits aux personnes queer. Vraiment un crachat de plus dans notre visage. Je sais pas si vous étiez conscient de ce qui se passait au moment de la Manif pour tous, si vous l'êtes pris en pleine face, mais moi vraiment ça fait partie des traumas de ma vie et d'ailleurs c'est le point de départ de ma bande dessinée sur les parentalités queer. C'est hyper intéressant comme livre parce que ça fait un travail d'archives journalistiques qui manque en fait beaucoup sur ce mouvement et aussi ça en tire des réflexions sur qu'est-ce que ça veut dire, quelles ont été les conséquences pour les gens, à la fois les gens qui faisaient partie de la Manif pour tous et qui ont pu regretter leur positionnement, mais aussi pour les familles queer ou les enfants queer qui se sont développés à ce moment-là. Donc vraiment un livre important à avoir dans sa bibliothèque. Dans un tout autre sujet, j'ai lu Cathy de Michael McDowell. Vous allez voir, moi je suis un pigeon, j'achète tous les livres de Monsieur Toussaint Louverture. Tout ce qu'il publie, je trouve ça trop bien, je trouve les livres trop beaux, donc en fait je les achète tous. Ils me prennent mon argent de manière constante, voilà, mais je ne le regrette jamais. Alors c'est pas le premier livre que je lis de Michael McDowell, hein, bien sûr, il y a eu la série Blackwater, il y a aussi eu Les Aiguilles d'Or. Celui-là je l'ai particulièrement aimé, c'est assez cruel en fait comme livre, les personnages sont vraiment antipathiques, c'est un peu Sweeney Todd mais en bien. Waouh, le tir gratuit contre Sweeney Todd. Ça raconte l'histoire d'une famille assez crapuleuse qui cherche à arnaquer les gens et dont la fille qui s'appelle Cathy a un vrai don de voyance dont elle se sert pour attirer les gens riches en leur disant qu'elle va leur donner leur bonne aventure et finalement elle est vraiment cruelle et sans limite. C'est un roman assez noir mais aussi hyper jouissif. C'est un peu genre destination finale, genre t'es content, tu t'amuses des morts des gens. C'est horrible dit comme ça. Non mais il y a un côté cartoonesque dans les choses terribles qui sont racontées. Enfin c'est pas lourdingue, hein, genre c'est pas guerre épée quoi. Bref, je l'ai trouvé trop bien, j'ai bien aimé le côté un petit peu fantastique qu'il n'y avait pas dans Les Aiguilles d'Or et qu'il y avait par contre dans Blackwater, c'est qui était vraiment hyper chouette. Monsieur Toussaint Louverture est dans une mission de réimprimer tous les livres écrits par Michael McDowell, donc vivement le prochain. Ensuite j'ai lu Destin piégé de Goliarda Sapienza qui pour rappel est une de mes autrices préférées, qui avait écrit L'Art de la joie et plein d'autres livres incroyables. Celui-ci c'est un recueil de nouvelles qui font entre un paragraphe de quelques lignes à quelques pages, donc vraiment des histoires très courtes. Je trouve que c'est quand même assez sidérant de transmettre autant d'émotions, de force et une histoire déjà si poignante en genre 3 phrases. C'est quand même la preuve de quelqu'un qui écrit très très bien. C'est un peu les premiers textes de fiction qu'elle a écrits et de se dire qu'elle est passée de ces petits fragments à genre le pavé qu'est L'Art de la joie, c'est dingo, et se dire que vraiment elle maîtrise toutes les formes. Ce livre-là il est assez poétique, toujours avec un sous-ton assez mélancolique, hein, bien sûr. C'est Goliarda Sapienza, c'est quelqu'un qui voilà, hein, a une certaine vision de la vie, à la fois mélancolique mais très vivant. Si jamais vous avez jamais lu des choses d'elle, c'est peut-être une bonne entrée parce que du coup c'est pas énorme, ça se lit assez facilement. Chaque jour vous lisez 10 lignes, ça te lit un peu comme des petits poèmes en fait, des petites brèves assez fortes. Donc oui, peut-être c'est une bonne introduction au style de l'autrice pour vous faire un peu une idée de son style et voir si vous pouvez accrocher avant de vous lancer sur le chef-d'œuvre qui est L'Art de la joie mais qui fait plus de 1000 pages. Enfin de vous lancer, aucune obligation bien sûr, mais c'est très bien, je ne peux pas m'empêcher de vous le conseiller très vivement vu comme je l'aime. On repart côté essai, j'ai lu 10 questions sur la grossophobie de Daria Marx. C'est une collection où il y a plein de choses, il y a 10 questions sur la culture du viol, sur l'anarchisme. En gros, c'est des synthèses très pédagogiques de 10 enjeux majeurs liés à un sujet, et là en l'occurrence à la discrimination qui est la grossophobie. Daria Marx, c'est quelqu'un qui a été majeur dans mon éducation féministe. Je me rappelle encore quand j'étais au lycée et que je lisais son blog. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris sur
tout un tas de sujets et notamment la grossophobie. Je pense que sans ces lectures, je serais encore en mode genre body positive, sans voir l'aspect politique qu'il y a dans la lutte contre la grossophobie. Les 10 questions, ça va être à la fois un historique de la discrimination, ensuite plusieurs études, par exemple la grossophobie dans le domaine médical, justement la différence entre lutte contre la grossophobie et le mouvement body positive, qui à première vue on pourrait se dire super, c'est un mouvement qui célèbre tous les corps, donc qui met fin au diktat et notamment à celui de la minceur, mais en fait c'est plus compliqué que ça. Ça montre aussi comment notre société plus largement en fait est grossophobe et met en place des lois grossophobes qui font que c'est impossible en fait d'y échapper. Même avec l'environnement le plus bienveillant possible, il est impossible d'échapper à la grossophobie quand on est une personne grosse. Forcément c'est un sujet qui me touche, parce que I'm not skinny, n'est-ce pas? Je trouve que c'est important de politiser cet enjeu et de ne pas le voir que comme un enjeu esthétique ou médical, quoi. Pas que se dire il faut être mince pour être en bonne santé ou il faut être mince pour être jolie. C'est déjà des discriminations bien sûr, mais ça va encore plus loin que ça. J'engage toute personne à lire ce genre de livres qui sont assez courts et très pédagogiques parce que la grossophobie c'est un bon angle mort de nos sociétés, nos réflexions et même de nos milieux politiques ou de nos milieux queer. Moi je le sens très fort. Je rêverais que tout le monde s'éduque à ça. Une bonne manière de le faire c'est ce livre de Daria Marx, mais si vous n'aimez pas lire, c'est quelqu'un qui fait aussi des podcasts, qui a co-créé le collectif Gras Politique, donc vous pouvez suivre les actions en ligne si jamais vous avez envie de devenir un bon allié, n'est-ce pas, ce qui est notre but à tous. Je peux ensuite vous parler de la bande dessinée d'Iris Pouy et Elisabeth Holville, Les Contes de la Mansarde. Donc il faut savoir que Iris et Elisabeth, c'est deux amies qui ont un talent monstre. C'est un livre qui a gagné des prix pour son scénario et c'est vraiment pas volé. C'est 3 histoires qui se déroulent dans le même appartement qui est sous les toits, dont le titre. Et 3 histoires un petit peu fantastiques dans la lignée de tout ce qu'a pu faire Elisabeth Holville, qui est la scénariste de cette bande dessinée. Le scénario est super, le dessin d'Iris est magnifique, c'est une bande dessinée incroyable, qui sort du lot. Et j'ai trop hâte de voir si jamais un jour elles font une autre BD ensemble, parce que vraiment ça fonctionne trop bien, les deux. Voilà, je vous le recommande. Et c'est aux éditions de l'Employé du mois, dont je vous recommande de regarder le catalogue, parce qu'il y a plein de choses chouettes. Je vous ai déjà parlé de pas mal de BD qui sont sortis dans mes vidéos de bilan de lecture. Ok, là les potes, on arrête de niaiser, on passe sur un gros bout. Pendant 3 mois, j'ai lu La Maison des Feuilles. La Maison des Feuilles de Marc Z. Danielewski. Même son nom, il est difficile à lire. Je suis ravie d'être rentrée dans le clan des gens qui ont lu ce livre en entier. Alors, c'est un livre très particulier, qui est presque un livre-jeu. Quand vous le lisez, ça ressemble à ça. Autant vous dire que c'est une lecture où il faut être concentré, mes petits potes, parce qu'il y a des jeux typographiques, il y a des jeux d'écriture, on saute des pages, on revient en arrière, et c'est ça où je vous dis que c'est un peu un livre-jeu. Il y a plein de petits indices, on attend la vidéo de Feldup dessus en gros. Mais il y en a déjà une qui est faite par Alt, je sais plus qui est trop bien. Je m'attendais au côté hyper jeu, où il va falloir se concentrer, c'est pas une lecture du soir, c'est vraiment en fait t'as décidé, tu passes ton après-midi à lire, c'est genre tu te dis, vas-y là je suis concentrée, genre comme si tu révisais un examen, je suis concentrée, je vais lire un chapitre de La Maison des Feuilles. J'étais assez surprise parce qu'en fait quand on raconte l'histoire de ce livre, on dit que c'est une famille découvre que la maison qu'ils habitent est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur, et petit à petit, à partir du moment où ils se rendent compte de ça, la maison ne cesse de s'agrandir, ça devient un véritable labyrinthe avec un grand escalier qui semble mener on ne sait pas où jusqu'à jamais, enfin voilà. Du coup je pensais que ça racontait ça, mais en fait c'est à peu près que 20% du livre, parce que ce livre c'est des sortes de poupées russes, donc c'est quelqu'un qui vous raconte qu'il a trouvé les pages d'un journal de quelqu'un d'autre qui vous parle de l'histoire dont je viens de vous parler, d'une manière faussement académique et qui est commentée par une autre personne qui nous raconte juste sa life. Ça n'a rien à voir, mais rien à voir avec le pâté. Du coup c'est hyper perturbant, tu dois suivre 3 histoires entremêlées entre elles, essayer de comprendre les liens qui les unissent, qui semblent au début très fins mais qui petit à petit se précisent. C'était très déstabilisant parce que je m'attendais à une histoire et en fait il y en avait plusieurs, et celle que j'attendais prenait beaucoup moins de place que ce que je pensais.
français. C'était une bonne surprise et en fait la construction même du livre rajoute à cette histoire de maison qui grandit de l'intérieur et qui se fournit et qui se développe constamment. Ça c'est un truc qui est assez fou dans ce livre, hein. C'est le lien forme-fond. Le premier truc qu'on voit avec ce livre, c'est vraiment l'objet, les mises en page typographiques. Par exemple, le mot maison est toujours mis en bleu pendant tout le livre. Ce qui est bien, ça fait augmenter le coût de l'impression pour une petite fantaisie. C'est des trouvailles qui sont signifiantes et on trouve pas toujours le signifiant, on passe au-delà et on se dit peut-être un jour je vais replonger dedans et je vais avoir une analyse de ce qui se passe un peu plus précise, un peu plus personnelle. Comme j'ai dit, c'est une lecture qui est quand même assez éprouvante, hein. Je pense que c'est pas pour des personnes qui ont un peu des difficultés de lecture parce que le style change tout le temps, les pages elles sont énormes quand même et c'est marrant parce qu'à des moments, tout d'un coup il y a plus qu'un mot sur la page et là c'est vraiment la fête. Tu te dis oui merci, une petite respiration, je vais pouvoir me reposer, je n'en peux plus. Des pages saturées d'informations. C'est un livre où à la fois c'est pénible de le lire et en même temps tu passes un trop bon moment, tu t'amuses trop. Et je pense que c'est aussi tout le lore autour qui est hyper plaisant. Enfin, le fait de continuer et d'aller voir des vidéos d'analyse sur YouTube, c'est trop kiffant. C'est un peu le même délire que aimer les films de David Lynch où tu regardes, ça te fait plein de trucs que t'arrives pas forcément à analyser, c'est hyper bizarre. Et après tu vas aller lire des milliards d'analyses en ligne et ça te fait que aimer plus l'œuvre et développer encore plus ta propre interprétation qui est peut-être pas celle des analyses que t'as lues. Ce livre, c'est un chef-d'œuvre. C'est le genre de livre où tu te dis j'aimerais avoir l'intelligence et le talent pour faire un livre aussi hors norme, qui soit un tel ovni qui ressemble à rien. Tout est pensé, rien que la couverture, elle arrive pas au bout du reste du livre et cette mesure, je pense que c'est la taille de différence entre l'intérieur et l'extérieur de la maison au tout début. Tout est vraiment très pensé. C'est un travail de malade parce qu'il y a des photos dedans et les photos, il y a du texte qu'ils ont traduit. Si on voulait, on pourrait passer notre vie à analyser tout ce qui est dedans. Moi j'avoue que je l'ai pas poncé non plus. J'ai fini le livre, je me suis dit je sais que je suis passée à côté d'un milliard de petites subtilités, de trucs qui s'entremêlent, mais je vous avoue que j'avais pas le courage. Peut-être que dans 10 ans je le relirai et je serai en mode genre oh my god, je suis passée à côté de 50% du livre. Peut-être. C'est aussi assez enthousiasmant de se dire que c'est un livre que potentiellement je peux redécouvrir et recevoir d'une manière tout à fait différente. Du coup, trop contente d'avoir réussi à le lire en entier. C'était vraiment un challenge. Désolée, je flex, mais c'est pas facile de lire ce livre, ok? Et ça fait plaisir d'y être arrivée au bout de 3 mois de lecture intensive. Je pense que c'est un livre qui fait que, en termes de nombre de livres, j'ai moins lu que d'ordinaire, mais en même temps, celui-là, il compte pour 12 livres au moins, quoi. Au moins. Vous voyez comme je vous fais la leçon au début en mode genre, lire c'est pas une performance, mais moi je suis genre matrixée dans ma tête en mode genre, il faut lire le plus possible. Et je vous cache pas qu'il y a une partie de moi qui espère secrètement un jour réussir à lire 100 livres par an. Et c'est débile comme objectif, mais il est dans ma tête. J'ai relu de Kate Tempest Connexion parce que j'ai participé à un podcast fait par mon amie Léa Speck. Elle a interviewé plusieurs personnes pour qu'elle leur parle de leur lecture féministe préférée. Moi j'avais spontanément très envie de parler de Kate Tempest, donc je l'ai relu. C'est toujours aussi bien. Je vais pas forcément en reparler à fond ici, mais par contre je vais vous mettre le lien du podcast où j'en parle en description. Comme ça, voilà, vous allez écouter son podcast et découvrir le travail incroyable de Léa Speck. Et moi je ne me répète pas, sachant que genre c'est plus très frais là dans ma tête. Je préfère ne pas dire des approximations. Ensuite de Brontes Punel, j'ai lu Johnny. Est-ce que tu m'aimerais si j'avais une plus grosse bite, qui est déjà un titre qui me fait fondre. J'ai une passion pour les titres qui sont des phrases entières. Ce livre, il est trop beau. Je vais pas vous mentir, je l'ai acheté parce qu'il était trop beau. Et je me suis régalée. L'auteur, c'est un mec noir, gros, séropo, enfin qui cumule pas mal d'identités qui font que c'est une personne minorisée. Et c'est aussi un gros punk. Le texte, c'est à la fois de la SF trop bizarre et des sortes de textes d'amour creusés. Ça fait partie des livres où j'ai genre trop ri. Notamment le moment où il y a la réponse à cette question posée dans le titre m'a fait hurler de rire. Je me suis mise à faire devant plein de gens qui m'ont regardé, qui ont regardé le titre du livre et qui ont dû me prendre pour une personne grivoise. Bon, bien sûr, il y a des allusions au sexe dans ce livre, plusieurs, beaucoup, mais c'est pas que ça. C'est très poétique, voilà, très imaginatif, assez unique. Je sens que c'est une personne qui est du monde du fanzina punk. Il y a une sorte de liberté et d'ailleurs dans l'édition, on retrouve des pages des fanzines qu'il a pu faire, ce qui est assez plaisant. Le fait d'avoir fait un objet beau n'enlève pas
non plus l'endroit d'où viennent ces textes, à savoir une pratique un peu plus populaire, pauvre, simple, abordable. Ce recueil, j'ai trop aimé et je le conseille très très fortement. Oh bah dis donc, un autre livre des éditions Monsieur Toussaint Louverture. Cette fois-ci, il s'agit de Délivrez-nous du bien de Joanne Samson. J'ai trop aimé, c'est une lecture hyper facile, une écriture un peu qui glisse toute seule. Ça raconte un petit village où il y a une petite communauté rurale et vient un commissaire-priseur pour essayer de sauver le bureau de police où il y a le shérif parce qu'ils sont en manque d'argent et ils menacent d'être fermés. Donc il commence à organiser une grande vente aux enchères avec des objets des gens de cette communauté, de ce village, qu'il donnerait en charité, quoi. Et en fait, c'est le début de tout un engrenage où ce commissaire va organiser de plus en plus d'enchères pour des raisons plus ou moins valides. Par exemple, employer plus de shérifs alors que pourtant la ville est parfaitement calme. Sous couvert de raisons pseudo-charitables, il se met à demander toujours plus aux habitants. Et c'est assez angoissant. On a un peu cette angoisse de se sentir envahi. Il y a aussi un peu une critique anticapitaliste, anti-flic, anti-sécuritaire et tout ça. J'ai adoré ce livre. C'est une idée simple qui est très bien tirée avec une écriture qui nous permet de ressentir vraiment genre le malaise, quoi. Au bout d'un moment, t'as vraiment envie de te dire, mon Dieu, mais quand est-ce qu'il va partir ce commissaire-priseur? Quand est-ce qu'il en aura eu assez? Pitié qu'on arrête les enchères. Je vous conseille ce livre, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Comme beaucoup de gens, j'ai lu d'Adrien Klentz, Paresse pour tous. Dans ce livre, on suit Émilien Long, un prix Nobel d'économie français qui travaille sur le fait de faire une journée de travail à 3 jours. Et il décide un jour de se présenter aux élections présidentielles suite au succès commercial de son livre Le droit à la paresse au XXIe siècle. Tout ce livre raconte la campagne pour essayer de promouvoir un programme où on décentre la vie du travail salarié et où tout d'un coup on a 4 jours par semaine qui sont consacrés à la vie et 3 qui sont consacrés au travail. Alors je tiens à dire que c'est une fiction parce qu'à chaque fois que je parle de ce livre, les gens sont genre c'est pas vrai, il y a quelqu'un qui se présente avec ce programme. C'est assez parlant du fait qu'on a très envie de changer de système et d'avoir quelqu'un qui nous promet de ne plus perdre notre vie à travailler. Mais non, c'est une fiction, hélas. Mais c'est une fiction qui fait du bien. Hein. Tu te dis, vas-y, j'ai envie d'y croire, c'est possible. Pourquoi est-ce que je suis en train de passer ma vie à travailler dans un bullshit job? On sait pourquoi. Hein. Parce que le capitalisme, en tout cas, ça fait rêver à d'autres choses. J'ai trop aimé lire ce livre, ça fait du bien. De Ghada Karmi, j'ai lu le livre Israël-Palestine, une solution, un État. Je pense que je vais pas en parler 1000 ans parce que j'ai trop peur de dire de la merde parce que voilà, je suis clairement pas géopoliticienne et je suis pas sûre que vous ayez besoin de mon analyse moisie sur la situation en Palestine. Mais en tout cas, c'était intéressant parce que c'est un livre qui va rappeler peut-être l'histoire de la Palestine et du sionisme et de pourquoi on a créé l'État d'Israël et ensuite regarder quelles sont les différentes options. Le fait de faire 2 États distincts, de faire un État binational, ne plus avoir Israël, avoir que la Palestine, ça étudie tout ça et effectivement le propos c'est de dire que la solution c'est qu'il y a un État unique. Donc c'est assez intéressant parce que moi c'est vrai que je connaissais pas trop toutes les propositions qui ont pu être faites par des penseurs palestiniens ou même israéliens en fait. Je vous conseille de lire ce livre qui est hyper pédagogique. J'ai lu la bande dessinée Clémence en colère de Myriam Mal. Ça raconte comment Clémence est tellement submergée par sa colère liée à ce qui a pu lui arriver en termes de VSS qu'elle finit par rejoindre un groupe de parole pour guérir sur ça et c'est tout un livre sur la résilience, le fait de se soigner en communauté et c'est toujours servi par les dessins assez incroyables de Myriam Mal. Je sais pas si j'ai besoin de faire plus de pub que ça pour Myriam Mal qui est vraiment l'autrice de BD de ma génération la plus successful avec genre Salomé Laoche, donc on va pas non plus passer 1000 ans dessus. En termes de BD, j'ai aussi lu Animan d'Anouk Ricard qui est un petit personnage qui s'appelle Animan qui a le pouvoir de se changer en n'importe quel animal. C'est un livre d'Anouk Ricard, c'est extrêmement drôle, on passe un bon moment, c'est léger. Je pourrais plus vous raconter précisément ce qui se passe parce que voilà, c'est pas des histoires rocambolesques non plus, mais on rigole bien quoi, ça détend. De Michael Furler, j'ai lu la bande dessinée Aux abois qui a tout bonnement broyé mon cœur. Vraiment, à la fin j'étais si triste. On suit la vie d'un adolescent qui se traîne un peu, qui est un peu perdu et de son chien
et un jour ce chien se perd. Donc en fait toute la bande dessinée c'est chercher le chien et la culpabilité d'avoir perdu le chien. Spontanément j'étais peut-être pas forcément fan des illustrations, mais je me suis prise au jeu et j'ai vraiment accroché à l'histoire surtout. Et effectivement ça m'a broyé l'âme. Ce concept de perdre un animal et de le chercher, j'étais en full empathie, en mode genre... J'ai jamais souhaité aussi fort un happy end, pour vous dire. C'est publié aux éditions Atrabile, qui est aussi une très très bonne maison d'édition de bande dessinée indépendante, dont je vous conseille d'aller regarder le catalogue. Ils font que des bangers. De Delphine Panique, j'ai enfin lu Orlando, publié aux éditions Misma. C'est une bande dessinée très librement inspirée du livre de Virginia Woolf du même nom, que je n'ai pas lu, donc je n'ai pas de référentiel. Cette bande dessinée, elle est vraiment incroyable, donc moi déjà je suis hyper fan de la manière de dessiner de Delphine. Cette ligne claire très fine et des personnages expressifs et des manières de dessiner des personnages qui n'ont pas forcément des têtes d'humains. Donc de aussi décentrer le récit d'un point de vue purement anthropocentré peut-être. C'est intéressant ce livre parce qu'il parle beaucoup d'amour et d'identité de genre et de manière finalement assez libre. Je sais pas du tout si c'est déjà dans le roman de Virginia Woolf, ce serait intéressant de le lire. Je pense que c'est pas tout à fait ça dans le roman de Virginia Woolf parce qu'elle a fait une nouvelle préface là pour cette seconde édition dans lequel elle dit que clairement elle a relu le livre et qu'elle s'est dit que son histoire était très très loin. Je trouve ça assez intéressant comme exercice de faire une adaptation d'un livre selon ce dont on s'en souvient. Hyper beau livre en plus, très bel objet. Pareil, on se répète, mais Misma, incroyable maison d'édition indépendante. Et Delphine Panique, incroyable autrice de bande dessinée, qui vraiment fait que des bijoux. D'Édouard Louis, j'ai lu L'Effondrement. J'en étais à un point où Édouard Louis, j'étais assez fatiguée que tous ses livres, ça soit sur son père, sur sa mère, sur voilà, et de bien insister sur le côté prolo, avec parfois de la tendresse, mais souvent du mépris quand même aussi. C'est pas des livres écrits pour les prolos, donc rien que dans cette dimension, il y a un truc qui moi me met mal à l'aise, qui est assez méprisante, de se dire on regarde la vie des pauvres qui ne lisent pas, qui machin, depuis notre confort, notre petit confort bourgeois. Donc j'avais un peu du mal avec le travail d'Édouard Louis, mais ce livre-là, je l'ai vraiment adoré. Je pense que c'est parce que, contrairement à d'autres, il se justifie pas, il essaye pas de dire oh les gens ils sont pas contents dans ma famille que je fasse ça, mais je suis quelqu'un de bien machin. C'est un peu un livre où il prend ses responsabilités, je trouve. Ça parle de son frère qui était complètement alcoolique et qui a fini par en mourir. Ça dresse un portrait d'une réalité, d'une vie passée dans la précarité extrême où finalement ton destin il est presque tout tracé à l'avance. Et ça parle aussi du fait qu'en fait ce frère il le détestait parce que c'était quelqu'un d'homophobe, parce que justement lui avec les grandes études qu'il a fait tout ça, ben, il se sentait en complet décalage et il trouvait que c'était un peu un plouc et tout. Et en fait je pense que c'est ça en fait qui m'a plus plu, c'est que pour une fois il fait pas comme si il était le sauveur de sa famille précaire, mais plutôt une personne qui a fui cette famille et qui a un regard méprisant sur eux. C'est une personne assez agressive vis-à-vis de sa famille. C'était assez bien de enfin le voir dans ses livres. De Nando von Arb, publié chez Misma, j'ai lu Trois papas. C'est intéressant parce que ça montre aussi une nouvelle façon de faire famille, pas du tout queer comme on pourrait le penser au prime abord avec ce titre. C'est un enfant qui a trois papas. Il a un papa biologique, il a un premier beau-père dont sa mère se sépare et un nouveau beau-père avec qui sa mère est toujours. Et en fait, ces trois personnes ont un statut de père à ses yeux. Cette bande dessinée hyper douce montre cette chance d'avoir plusieurs parents. C'est assez intéressant en fait de se dire que au lieu de voir des familles recomposées comme des familles dysfonctionnelles, on le voit plutôt comme une chance d'avoir de plus en plus d'amour, de plus en plus de parents qui sont présents pour éduquer un enfant. Alors il me semble que c'est une autobiographie, c'est hyper beau, genre le style graphique est magnifique, c'est un très bon moment et c'est très doux et je pense que c'est des témoignages qui sont importants. J'ai l'impression que des témoignages sur des familles alternatives viennent que de gens queer, ce qui pourrait faire que les personnes hétéros se sentent pas concernées dans la question de déconstruire les modèles, les schémas familiaux standards, alors que c'est une révolution qu'on doit faire globalement et penser la famille, c'est pas quelque chose qui devrait être seulement demandé des personnes queer. Donc cette bande dessinée, ça raconte cet engagement à réfléchir à c'est quoi un père, à partir de quand on a ce statut, est-ce qu'il faut vraiment un seul papa dans la vie, est-ce qu'on peut en avoir plusieurs. C'est hyper intéressant, c'est hyper touchant, donc cette BD c'est un petit bijou. Ensuite j'ai enfin lu Anne Simon et les 6 tomes qui composent les contes du Marilène. Ben écoutez, c'est hyper bien. Pour le moment il y a 6 tomes qui sont sortis, mais l'idée c'est qu'il y en ait 10 en tout. C'est assez fou d'un point de vue scénaristique parce que c'est un univers hyper
hyper vaste, ça se passe dans une sorte de royaume qui est implaçable dans une temporalité où il y a des choses un petit peu fantastiques. Tous les tomes s'entremêlent, on se dit mais je sais pas comment elle arrive à organiser dans sa tête pour que l'univers reste cohérent, pour faire des rappels de choses comme ça, des temporalités qui s'entrecroisent, des personnages qui évoluent, qui changent d'un livre sur l'autre. En termes de création d'univers, c'est incroyable quoi. Les personnages en plus, c'est trop chouette parce que Anne Simon, elle est trop fan des Beatles, donc il y a que des rêves aux Beatles et moi j'aime trop les Beatles, donc ça fait grave plaisir. C'est vraiment des jeux de pouvoir avec des tyrans qui sont renversés par des figures plus féministes, qui changent, qui voilà, en fait vraiment une réflexion sur le pouvoir, sur ce que c'est d'accéder au pouvoir, comment ça nous transforme et si c'est possible d'avoir un régent qui soit honnête et tout ça sur fond un peu fantastique, assez humoristique et avec un dessin somme toute vraiment très chouette. Il y a un truc assez libre, il y a des pages qui sont en couleur, d'autres fois elles sont en noir et blanc. Si vous avez la possibilité de les lire tous d'un coup, de binge-reader cette BD, en fait c'est vraiment trop chouette parce qu'on se rend vraiment compte à quel point il n'y a pas de plot hole quoi, enfin genre c'est un univers solide qui tient bien et malgré une narration hyper complexe, c'est bizarre qu'elle n'ait pas encore gagné des prix en veux-tu en voilà. Si jamais ça vous intéresse, il y a le festival BD Colomiers qui fait un podcast qui s'appelle La peau de l'ours, dans lequel ils vont à la rencontre d'auteuristes en cours d'écriture et de réalisation d'une bande dessinée et ils ont fait un numéro sur Anne Simon et la réalisation du dernier tome. Donc je vous invite très fortement à aller écouter ça, pareil je mettrai le lien en description. Et enfin pour terminer, je vais vous faire une confession. Jusqu'à présent dans ma vie, je n'avais jamais lu Les Moumines. Certains d'entre vous peuvent faire bouh et d'autres être en mode genre oui et alors c'est la meilleure chose du monde les Moumines, j'aurais dû lire ça bien plus tôt. Je veux dire une bande dessinée écrite par une meuf ouvertement lesbienne avec un penchant écolo, anticapitaliste, anti-flic et tout, pourquoi ne l'ai-je pas lu et avec des dessins d'une beauté incroyable. Du coup, j'ai lu les 3 tomes des aventures de Moumine qui sont en bande dessinée. Donc là, c'est des planches entières, avec des aventures chapitrées en plusieurs histoires qui sont indépendantes mais qui se passent dans le même univers avec les mêmes personnages. C'est trop beau. Il y a des inventions que j'aime trop. Par exemple, chaque chapitre commence avec un plan de Moumine accroupi vu de dos où il ressemble juste à un rond et je trouve ça trop bien ce petit running gag. Il y a 3 tomes comme ça en bande dessinée. Il y en avait un 4e que je commençais à lire et je me disais ouais c'est vachement moins bien, c'est bizarre et en fait ça n'a pas été fait par Tove Jansson, ça a été fait par son frère ou un truc comme ça. Du coup j'ai arrêté de le lire, j'étais genre ah non ouais franchement je vois vraiment la différence, comme quoi un univers c'est pas juste l'univers, c'est aussi une manière de raconter. C'était pas nul mais on voyait la différence, c'était pas un banger comme avant. Après j'ai aussi acheté et lu j'ai acheté parce que clairement je veux la collection et dès que ça va pas je m'en achète un nouveau tome. C'est des livres un peu plus petits comme ça, c'est pareil, c'est des bandes dessinées. D'ailleurs, c'est les mêmes histoires que dans les grands formats, à la différence près qu'il y a des couleurs, et les couleurs, les potes, comment elles sont belles, c'est splendide. Donc c'est pour ça, à chaque fois que ça va pas, je vais m'en acheter un tome. Je dis ça comme s'il y en avait 46 sur le marché, ce n'est pas le cas, je crois qu'il y en a peut-être 6-7, un truc comme ça, mais je les ai pas encore tous, donc j'ai encore un petit peu de dopamine via l'achat de livres. Et j'ai aussi lu un album illustré avec du texte, mais pas trop, avec des jeux de découpe, et je sais pas quoi vous dire, c'est trop beau en fait. Les Moumines, ça donne envie de faire des enfants juste pour pouvoir leur lire les Moumines. Et si vous aimez pas lire la BD, mais regardez le dessin animé, c'est une dinguerie aussi, c'est genre trop beau, c'est trop bien. Vous aimez pas les dessins animés? Moi je me suis dit qu'il fallait lire les Moumines parce que j'ai joué au jeu Snuff King, qui est une dinguerie aussi, il est magnifique, ça dure 1 heure. Vraiment genre en fait, il y a 1000 manières d'accéder aux Moumines, elles sont tout aussi bien les unes que les autres. Et je vous engage très fortement à le faire parce que c'est un univers doudou, ça fait du bien. Notre monde étant d'une tristesse sans nom, ça fait du bien les trucs doudou. Moi je suis contente d'avoir enfin les Moumines comme doudou, même s'il m'aura fallu 32 ans pour ça. Bien sûr, dans les livres 5 étoiles, il y a The Raincoat, écrit par mon frère Zad Kokar et publié aux éditions Petite Nature, c'est-à-dire notre maison d'édition. Déjà, je trouve qu'on a fait du bien beau travail car l'objet livre est absolument magnifique. Et ensuite, mon frère est un petit génie de la bande dessinée. Ce livre est une collection de différentes histoires courtes qui sont à la fois des récits autobiographiques de moments de tournée, de
de souvenirs d'enfance, de rêves, en tout cas des histoires vraies quoi. C'est des histoires hyper touchantes qui parfois sont super drôles mais souvent assez, mine de rien, assez poignants, moins légers qu'il n'y paraît. Banger, je suis dedans, bébé. Il y a littéralement ma naissance qui est racontée. Vous voyez cette petite crevette, c'est moi. Et rien que pour ça, est-ce qu'il faudrait pas l'acheter? Je crois que si. Il est en anglais. Je suis tellement fière qu'on l'ait édité. Il est magnifique graphiquement. Chaque petite histoire a son style graphique propre avec des expérimentations sur la forme même des cases, avec une narration qui est assez simple mais terriblement efficace et aussi des anecdotes hyper intéressantes. Moi je trouve que c'est vraiment trop chouette d'avoir des récits tournés comme ça, de voir l'envers du décor, pas toujours hyper glamour quand on est musicien indé. C'est un super chouette témoignage, c'est une trop belle BD. Vous pouvez la retrouver sur notre site Petite Nature qui pour le moment est cassé mais il sera pas cassé pour toujours. Et voilà qui clôt cette partie sur les livres auxquels j'ai mis 5 étoiles. Maintenant, nous allons pouvoir passer à ceux auxquels j'ai mis 4 étoiles, ce qui est toujours très bien, mais qui est pas genre en mode mes livres préférés sur Terre. Au fur de la vidéo, vous allez me voir de plus en plus suante, mais c'est une dinguerie la chaleur. Veut mourir. Tout bonnement. C'est malhonnête, on va pas survivre hein, là les potes. C'est quand vous voulez hein, pour vous impliquer dans l'écologie. Je parle à Macron qui regarde assidûment toutes mes vidéos. Je peux vous parler en premier du livre de Sandrine Colette, Juste après la vague. Bon bah Sandrine Colette, je vous en ai déjà pas mal parlé, hein. C'est des romans qui se lisent hyper facilement avec un pitch de base qui est assez sombre, mais bizarrement il y a toujours des happy end, donc c'est pas non plus désespérant on va dire. L'histoire de ce livre c'est que il y aurait eu une énorme vague, un énorme tsunami qui aurait recouvert la terre entière d'eau et avec un niveau d'eau qui monte petit à petit, petit à petit. Ça raconte l'histoire d'une famille où il y a je sais plus combien d'enfants, je crois 8 ou 9 même, peut-être 9, et se pose la question de comment est-ce qu'ils vont pouvoir essayer de partir en barque sachant que cette barque ne peut pas permettre à toute la famille de partir. Du coup ça raconte comment la famille se scinde en deux, comment est-ce qu'ils laissent une partie de leur enfant dans la maison qui est de plus en plus submergée d'eau et comment une autre partie part en barque où la vie n'est pas forcément facile non plus. Il y a à la fois le récit du point de vue des adultes et le récit du point de vue des enfants qui sont restés derrière. C'est un peu thriller, genre ça tient vraiment en tension pendant tout le livre. Elle a une manière de raconter les réactions des gens qui est très juste. Pour moi c'est un bon cru de Sandrine Colette. Je le trouve vraiment chouette. Faut que je vous dise que dans la vie, j'ai un chanteur que j'aime de tout mon cœur qui s'appelle Alain Kahn. C'est quelqu'un qui est assez inconnu au bataillon parce que quand il a fait de la musique, tous ses albums ont été censurés pour une raison qui soit plus ou moins acceptable, c'est-à-dire qu'il y a des albums qui ont été censurés parce que il y avait une chanson sur un amour à trois ou des amours homosexuels, d'autres parce que ça parle de drogue, et un autre où là pour le coup il l'a cherché, où il a mis un discours de Hitler au milieu, bref pas très fin, mais en même temps c'était les années 70-80 je crois. Il y a un peu un lore autour de lui parce qu'il a disparu sans laisser de traces un jour dans le métro. Je peux vous mettre un docu en barre d'infos qui parle de lui. Bref, tout ça pour dire que moi il y a vraiment une mystique autour de cet artiste parce que quand j'étais toute petite, j'en ai entendu parler parce que j'avais une amie qui avait le vinyle qu'elle a enregistré pour nous et du coup on écoutait le premier album, puis après les autres albums ont fini par sortir. Petit à petit ces albums ils sont de plus en plus désespérés, du coup ça commence et il fait du yéyé et à la fin c'est vraiment du rock avec des paroles mais d'une crudité, on sent que genre la vie le maltraite et que du coup tout ressort en musique. Le dernier album, donc le plus dur, c'est un de mes préférés, genre les textes ils sont vraiment genre hardcore avec des choses homophobes dedans, mais c'est quelqu'un d'homosexuel hein, qui parle, donc ça retranscrit la violence qui se prend dans la gueule quoi, en tant que personne homosexuelle et toxicomane. Et c'est vraiment les textes que je préfère, même si clairement si je faisais une perf sur ça, je serais cancel pour toujours. Tout ça pour dire cette petite aparté qui est que un jour je vais dans une librairie et que vois-je? Un livre écrit par Alain Kahn. Mon cerveau il a explosé en mode genre Alain Kahn a écrit des livres, je ne l'apprends que maintenant. Bon, je ne l'apprends que maintenant parce qu'il n'est sorti que maintenant, mais vraiment je me suis dit mais ce mystère, cette recherche de tout ce qu'il a pu faire dans sa vie, c'est constant. Et du coup j'ai lu ce livre dans lequel certains passages sont clairement des extraits de paroles du dernier album, donc forcément exactement l'écriture qui me touche le plus et la plus violente, la plus crue. Dans ce livre on trouve à la fois un roman assez dur, assez cru, il y a aussi une biographie d'Alain Kahn, donc moi ça m'a fait trop plaisir d'avoir encore plus de détails sur sa vie. Je suis vraiment obsédée par ce David Bowie français. À la fin il y a aussi des correspondances et on voit comment il parlait avec des gens et tu te dis purée mais il était un
buvable ce gars, ça devait pas être facile de communiquer avec lui. Bref, j'étais trop heureuse d'avoir ce livre. C'est pas le livre de mes rêves non plus, mais en tout cas ça m'a fait vraiment une explosion de bonheur en fait de découvrir une nouvelle facette de son travail. Je le recommande si vous aimez bien les trucs trash, un peu décadents, punk, irrévérencieux et en même temps assez poétique. Il y a une musicalité dans son écriture du fait que c'est un chanteur. Je vous le conseille si c'est le genre de truc qui pourrait vous toucher, mais il faut se dire que c'est quand même un livre assez atypique et assez violent en fait dans ce que ça raconte et le vocabulaire employé. Après je me suis fait un petit kiff et j'ai relu Hunger Games 1 et 2 parce que j'ai une amie qui m'avait dit que c'était hyper mal écrit. Plot twist, le tome 1 est écrit avec les fucking pieds. C'est trop moche comme écriture, au point où je me disais mais c'est pas possible, l'e-book que j'ai, genre c'est une version pirate de quelqu'un qui l'a réécrit mal. Mais non, c'était le bon texte. Il est arrivé à un point dans ma vie où je préfère les films Hunger Games aux livres. Faut savoir que Hunger Games, je kiffe toujours autant et laissez-moi m'accrocher à ça, j'ai dû lâcher Harry Potter quand même, hein. J'ai eu la déception de ma vie sur Harry Potter. Je suis heureuse de voir que Hunger Games, jusqu'à preuve du contraire, ça tient encore un petit peu la route et que ça raconte des choses un petit peu intéressantes. Ouais, je me suis refait tous les films et dans la foulée, j'ai relu le tome 1 et 2 où c'est de mieux en mieux écrit et où l'histoire passe toujours aussi bien quoi. C'est ouais, le meilleur roman de bataille royale que j'ai lu de ma vie. Je dis ça comme si j'en avais lu 46, je n'ai lu que ça. Bref, mais du coup, ouais, en vrai, ça se lit bien, même adulte. C'était une petite lecture qui m'a fait plaisir, un peu régressive, mais pas problématique, pas comme... De Grégoire Courtois, j'ai lu le livre Suréquipé qui parle d'une époque où la voiture devient un être organique créé de toutes pièces qui mélangerait plusieurs qualités avec l'ADN de différents animaux, des pattes hyper fortes jaguar pour aller vite, des yeux de rapace pour voir de loin, où la voiture devient un vrai être biologique construit de toutes parts par l'humain certes, mais en tout cas vivant. C'est un livre qui pousse à l'extrême le rapport qu'ont certaines personnes à leur voiture, où vraiment presque ils les personnifient, ils les aiment, des kinks pour certains même, avec une double narration, à la fois des logs de la voiture qui enregistrent ce qui se passe et tout ça, et des gens qui parlent de cette voiture, enfin les gens qui l'ont créée, qui la vendent, tout ça, et c'est entremêlé entre les deux. Et ça m'a bien plu, c'est assez dégueu, ouais, une lecture assez chelou, mais qui m'a bien intriguée, quoi, bien plu. De l'ami Félix Sauvard, j'ai lu Enchaîné au rire, qui regroupe plusieurs histoires de l'adolescence et l'enfance de Félix, racontées avec son humour bien sûr absolument efficace, qui fait bien mouche. Et il est fortiche ce Félix, il nous fait rire à chaque fois, à tous les coups. En sous-ton de ces histoires un peu humoristiques drôles, il y a quand même un propos sur son lent coming out et sa découverte de lui-même. Mine de rien, même si c'est un livre drôle, c'est aussi un livre qui raconte des choses, quoi. C'est pas creux du tout. Après Félix, il a un dessin hyper maîtrisé dans son style. On a hâte de la prochaine. Punaise, j'ai lu le tome 4 de Pluto. Vous savez là, le manga dont je vous avais déjà parlé l'année dernière et je m'en souviens pas. Et le truc qui est con, c'est que j'ai pas continué. Du coup, en gros, j'ai le choix entre jamais finir la série ou tout relire. L'avenir nous dira ce qui se passera. Peut-être un jour je vous reparlerai de cette série mieux et peut-être que je vous en reparlerai jamais. Et c'est dommage parce qu'en fait c'est hyper bien quand même, hein. C'est super comme univers. C'est une enquête policière dans un monde où il y a des robots doués de conscience qui en théorie ne peuvent pas tuer des gens, mais là on a l'air de suspecter qu'un robot a tué des gens. Que se passe-t-il en fait? Voilà, je veux pas en dire plus parce que je m'en souviens pas. J'ai lu un livre d'Ilu avec 3 phrases qui se battent en duel de Simon Anselman, Hypnotic Midday Movie. Simon Anselman, auteur de Meg Moganol, son style graphique, forcément je suis hyper fan. Maintenant je lis plus trop ses BD pour tout un tas de raisons, il m'a un peu déçu et les derniers livres ils m'ont moins convaincu, mais par contre son style graphique je suis toujours aussi fan. Ce livre d'Ilu, je l'ai trouvé trop beau. C'est le genre de livre où on a envie de les avoir chez soi, vu que c'est plus des livres d'art que par exemple des récits dans un truc de poche moche quoi. Si vous connaissez pas son travail, peut-être c'est une bonne entrée. C'est un peu moins vénère que ces BD où c'est clairement des gens qui ont des problèmes dans la vie et qui ne sont pas des bonnes personnes. Là bon, vu que c'est des Ilus, c'est un petit peu moins hardcore, donc peut-être que c'est plus abordable. J'ai lu Les Dépossédés d'Ursula Le Guin. Oui, je vais continuer à dire Le Guin, c'est plus drôle
drôle que le gain. Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi je lui ai pas mis 5 étoiles? Je ne sais plus. Donc c'est toujours dans le cycle de 1 avec cette espèce d'alliance intergalactique qui va à la rencontre de toutes les planètes habitées par les êtres conscients. Et là en fait c'est la rencontre de deux planètes au mode de vie hyper différents avec un physicien qui va rendre visite à un peuple sur une planète qui s'est bâtie sur l'idée de liberté et dépossession totale. Personne ne possède rien du tout, ni des humains ni des biens. Où les corps appartiennent à personne, les choses n'appartiennent à personne, une espèce d'utopie anticapitaliste, anti-consommation, tirée à l'extrême, donc on voit un peu ses limites et tout. Et du coup c'est la confrontation entre deux mondes, un monde qui ressemble plus au nôtre où on est dans une société de la propriété, du couple fermé, de plein de choses, face à cette proposition tout à fait différente de vie. Et rien que la présentation des univers est une histoire en soi. Elle s'est inventée des mondes comme personne, des mondes qui nous questionnent sur le nôtre, qui nous permettent de réfléchir à quelle autre manière de vivre existe. J'ai bon espoir pour un jour enfin finir ce cycle de 1 et peut-être lire d'autres livres de cette autrice trop stylée en fait, de la SF faite par des meufs stylées et féministes. Ensuite il y a le tome 2 de Paresse pour tous qui s'appelle La vie est à nous d'Adrien Klent. Je sais pas s'il faut trop en parler parce que ça spoil. Bon, en gros c'est comment est-ce qu'on applique ce programme utopique de 3 jours par semaine de travail. Est-ce que c'est possible? Comment ça se passe? Quelles sont les conséquences positives? Quels sont les freins? Quels sont les enjeux? Bref, c'est bien, mais c'est moins bien que Paresse pour tous. C'est bien de lire les deux, je pense. J'ai lu le petit livre Une journée avec moi d'Alexandre Géraudy, qui est à la fois très mignon et très drôle. Moi, je suis très friande des livres avec des petits bonhommes. Je trouve ça trop cool, avec un ton faussement naïf et pas d'histoire. Enfin, pas vraiment d'histoire, c'est trop bien. C'est chez Misma, évidemment, je vous le conseille. De Pierre Jangeling, j'ai lu Émile.ia, Émile Emilia, en écriture inclusive. C'est un livre qui a reçu pas mal de backlash parce que ça raconte de manière autobiographique le parcours de quelqu'un qui a détransitionné. Et forcément, dans un monde où il y a beaucoup de transphobie, les gens ne sont pas encore prêts à entendre des récits de détransition, alors que, en fait, la détransition ne remet pas en cause les transitions. Loin de là. Souvent, les personnes qui ont détransitionné n'ont pas de discours stigmatisant et transphobe pour les personnes qui font une transition. C'est un récit qui est assez intéressant et bien mené, peut-être un peu trop rapide sur certains moments, justement pour enlever cette confusion et cette potentielle réappropriation qui pourrait être faite par des TERF. Les féministes là, les connasses quoi, qui pourraient être faits par des connasses qui se disent féministes alors que pas du tout, qui sont contre les transitions. Donc effectivement, peut-être qu'il manque un passage au moment de la détransition pour vraiment insister sur le côté de genre ma détransition n'enlève pas la légitimité de ma transition avant ou ne remet pas en cause les transitions des autres. Et je pense que c'est ce manquement qui a fait que les gens ont peut-être mal reçu cette BD, mais pour moi elle reste intéressante, elle reste bien menée, le dessin est top. Bon, c'est un nom suédois donc je vais le dire n'importe comment, mais de Anja Dalle Overby, je doute que ça se prononce comme ça, mais ce serait prononcé comme ça dans cette vidéo, ok. J'ai lu Bergen. Je vais pas vous mentir, j'ai pas un souvenir très clair de cette lecture. Je sais que c'est un livre que j'ai pris parce que je trouvais la couverture très belle et les dessins très beaux. Je crois que c'est un récit autobiographique et ça parle d'une amitié entre deux filles qui vont aller à la fac. Donc ça parle d'amitié mais ça parle aussi de dépression, de comment est-ce que ça peut impacter ces relations justement, notamment amicales. Je vais pas en dire plus parce que je me souviens pas tant. Visiblement j'ai mis 4 étoiles donc j'ai passé un bon moment. J'ai lu d'Élodie Chanta Résine. Pareil, je me souviens pas très bien. Je sais que c'est dans un univers un petit peu médiéval mais fantastique. Franchement je me rappelle pas de l'histoire donc je vais pas vous lire une fiche Wikipédia, mais je sais que j'avais trouvé ça joli et un peu drôle. Bon, c'est clairement un livre féministe, c'est publié à La Ville Brûle, donc c'est un peu leur ligne éditoriale, les récits féministes. Voilà, je vous propose qu'on passe à autre chose. J'ai lu La Gaie Panique de Michael Tempête, qui est hyper intéressant aussi comme livre, parce qu'il y a un travail d'archives de quelle est l'histoire de l'homosexualité et de sa répression en France. Ça rappelle plein de choses intéressantes, notamment de ce qui a été la loi, du fait que les personnes homosexuelles pendant hyper longtemps, leur consentement c'était 21 ans et pas 18 comme les autres personnes, comment ils ont été mis à part et surtout comment maintenant on essaye d'inclure les personnes homosexuelles à des logiques de répression, à être intégrées dans le système, un truc un peu homo-nationaliste. Voilà, c'était bien. Est-ce que je fais mes critiques
critique de plus en plus expéditive. Il est possible, mais je suis, et cette vidéo est déjà bien trop longue. Donc, on y va. J'ai lu le petit livre de Salomé Saké, Résister, qu'elle a écrit pile au moment où il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous savez, ce moment où on a gagné les élections et du coup, la France est devenue de gauche. Ouais, on s'en souvient, hein, c'était trop bien de gagner. Trop bien. Un petit livre sur la montée de l'extrême droite et surtout comment est-ce qu'on peut l'arrêter. Donc c'est hyper abordable, il coûte pas très cher, il coûte 5 €. Il est très bien sourcé, c'est un vrai travail voilà, de journaliste parce que Salomé Saké est une star bien sûr et qui nous permet de sortir d'un défaitisme où on se dit bah voilà l'extrême droite a gagné, il y a rien à faire, c'est perdu. Là on rentre dans un truc où on est acteur et on est genre non, jusqu'à la dernière seconde on va résister et plus le RN va monter, plus on va résister et il y a des moyens de faire en sorte qu'il ne soit jamais au pouvoir. Quand je dis ça, c'est faux, on a déjà le RN au pouvoir. Tarotaillot. Heureusement qu'on a gagné les élections, hein. Sinon, t'imagines? Je sais pas si en le relisant maintenant, qu'il y a 1 an qui a passé depuis la dissolution et qu'on a vu les belles conséquences de la victoire du NUPES, si ce livre me plairait autant, mais je sais que sur le coup, il m'a fait un petit boost et je me suis dit, ok, ça c'est le livre trop bien à offrir à tout le monde, toute personne un peu défaitiste ou un peu perdue ou qui voit pas forcément le côté RN et fasciste de certaines lois qui sont votées maintenant par des gens qui sont censés être le barrage républicain, n'est-ce pas? Donc pas mal à offrir. De Margie Paul, j'ai lu La Harde. C'est une bande dessinée où la première partie, je suis peut-être pas trop rentrée dedans, mais la seconde m'a beaucoup plus convaincue. C'est l'histoire de colocataires qui habitent à côté d'une famille et un jour ils se rendent compte que les enfants vivent seuls, que la mère n'est pas là et qu'ils vivent dans une sorte d'appartement syndrome de Diogène où tout est en bordel. Ces colocataires vont petit à petit prendre soin de ces enfants et devenir des sortes de figures parentales en intérim jusqu'au retour de leur maman. C'était assez intéressant, une fois de plus, de lire ça au moment où je réfléchis à des manières d'être parent qui sortiraient d'un schéma classique cis hétérosexuel bourgeois. Première partie, j'étais pas trop dedans, je m'accrochais pas, j'arrivais pas à m'impliquer, mais la deuxième partie, elle m'a beaucoup touchée. La deuxième partie, c'est plus sur le côté parentalité. Donc forcément, voilà, c'est ma petite obsession du moment. Quand j'étais en résidence à Colomiers, j'ai eu la chance de rencontrer Baptiste Beaulieu, qui est un écrivain queer hyper engagé et qui a écrit un livre qui s'appelle Tous les silences ne font pas le même bruit, qui parle d'homophobie et qui parle notamment d'homophobie quand on souhaite devenir parent, donc exactement mon sujet. J'ai beaucoup discuté avec lui justement pour ma bande dessinée, c'était hyper intéressant et son livre l'était tout autant par l'autobiographie, de raconter des choses, de raconter des parcours de gens qui sont queer et arrivent à devenir parents. Moi je sais que c'était une lecture qui m'a fait du bien quand j'étais en train de faire 1 milliard d'entretiens avec des gens queer qui étaient en grande détresse parce que dans l'incapacité de devenir parents. Là c'était bien de lire des textes de gens qui sont parents. Aussi ça remet un peu les points sur les i sur ce qu'a été la manif pour tous, ce qu'a été l'homophobie à l'école et qu'il est probablement toujours. C'est un bon livre, j'étais contente de le lire et j'étais contente de rencontrer cet auteur. J'ai pas lu ses autres romans mais en tout cas celui-ci et le travail qu'il fait sur Insta de sensibilisation reste très important. J'ai lu de Maud Simonet, Travail gratuit, la nouvelle exploitation. Toutes les heures bénévoles qui sont données dans les associations ou dans les services civiques qui en fait sont essentielles au fonctionnement de notre société actuellement. Pour que l'État fonctionne, il faut qu'il repose sur 1 milliard de bénévoles qui travaillent gratuitement, qui sont donc exploités en fait. Ça serait pas un problème si on avait un salaire à vie par exemple, mais ce n'est pas le cas, donc pour le moment ça reste de l'ordre de l'exploitation. C'est quelque chose, je l'ai pas découvert parce que j'ai fait partie de plusieurs associations et pour celles qui ont lu mon livre, c'est un peu la conclusion justement de réfléchir au fait que l'éducation sexuelle à l'école, telle qu'elle est pensée par l'État actuellement, ne repose que sur du travail bénévole, puisqu'il n'y a aucun argent qui est investi pour de vrai pour faire de l'éducation sexuelle. Voilà, ce livre, il rappelle ça en fait, il rappelle à quel point notre société s'est construite sur du travail gratuit. Et une non-reconnaissance de ce travail gratuit, qui est d'autant plus mal reconnu que maintenant on voit qu'il faut faire du bénévolat pour avoir son RSA quoi, enfin, qui est du travail dissimulé. Bon bref, en tout cas j'ai rien découvert puisque en tant qu'artiste,
et en tant que bénévole, travailler gratuitement, c'est mon lot quotidien. J'ai beaucoup de colère quand je le fais pour contrer un manquement de l'État ou parce que l'État n'investit pas de l'argent parce qu'il sait que les bénévoles sont derrière. Ça me met en rage absolue. Je pense que c'est des sujets qui sont bons à traiter parce qu'il y a toujours cette vision de genre le bénévolat c'est super, mais en fait on voit la partie don de soi mais on voit pas la partie exploitation faite par des institutions, par l'État, du fait de ce bénévolat. Édité à l'employé du mois, j'ai lu Maple Terrace de Noah Van Siever. Bon bah c'est un auteur dont j'adore le trait et j'aime trop les histoires. Là c'est un roman autobiographique qui raconte son enfance de gros prolos dans une famille nombreuse et sa découverte de l'univers des comics, comment est-ce qu'il était très jaloux de ses amis qui avaient des livres alors que lui non. C'est un peu the origin story et de voir d'où vient cet auteur, ça permet de mieux comprendre ses autres livres. Bah, c'était hyper bien, comme d'hab, j'adore. En 2024, très malheureusement, Bernadette Després est morte. Pour celles qui ne savent pas, c'est l'autrice de Tom Tom et Nana. Moi, j'ai clairement appris à lire avec ses livres. Des livres qui ont une place énorme dans ma vie, quoi. Et aussi bien d'un point de vue graphique que d'un point de vue histoire. Quand elle est morte, j'ai eu besoin de relire un peu Tom Tom et Nana, donc j'ai relu les 2 premiers tomes et bon, c'est toujours trop bien, quoi. Faites lire ça à vos gamins, lisez ça adulte. J'ai aussi lu la bande dessinée Alit de Jérémy Moreau qui suit la vie d'un petit tétard, puis qui devient une grenouille, qui traverse différents horizons. Donc en fait au début, son univers c'est seulement le lac, il n'y a rien autour, puis il sort de l'eau, il découvre d'autres choses, et vraiment c'est un trajet dans les différents biomes qui composent notre planète, avec cette espèce de menace qui est la construction des humains, quoi. C'est poétique et c'est quand même assez beau, même si c'est pas ce que je préfère graphiquement, mais en fait on est quand même bien pris dedans et le récit il est hyper bien mené, donc c'est une lecture très agréable que je vous conseille. En plus, la couverture, elle a l'effet peau de pêche. Mon effet préféré. Moi, mon prochain livre, il a une peau de pêche où il n'existe pas, hein, je préviens. De Michael McDowell, j'ai aussi lu Lune froide sur Babylone, avec cette couverture qui est vraiment less is more, je pense que c'est ça qu'on peut dire. C'est une histoire un peu policière sur des meurtres. Moi, j'aime bien les polars, donc là, c'est un polar qui est vraiment bien écrit, bien tenu. C'est pas mon préféré de Michael McDowell. Je vous dis ça, je l'ai quand même dévoré en 2 jours, quoi, alors que c'est un gros pavé. C'est toujours des lectures, ça fait trop du bien, hein. Tu déconnectes ton cerveau, tu rentres dans un univers mi-drôle, mi-inquiétant, mi-fantastique. C'est des lectures trop agréables que je conseille vivement. J'ai lu Brian Blomert's Lilywave de Brian Blomertz, une espèce de trip visuel et narratif qui est assez sidérant, avec pareil des pages qui sont un peu comme des jeux où il faut manipuler le livre pour découvrir des images. Ça raconte notamment une histoire qui a été traitée dans une vidéo de Squeezie avec ces chercheurs qui travaillaient sur les dauphins, qui prenaient du LSD pour essayer de comprendre, de communiquer avec les dauphins, qui faisaient des questions d'isolation avec des dauphins. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner dans une BD au style hyper psychédélique de parler de tout ça, et vous aurez une petite idée de ce que peut être ce livre. Un trip, mais un bon trip, pas de bad trip. Et enfin, dernier livre de cette catégorie, je vais vous parler de Penser avec le punk, dirigé par Catherine Guest. Il y a plusieurs autoristes dedans qui à chaque fois étudient un aspect différent du mouvement punk, que ça soit son aspect féministe, son aspect prendre soin d'une communauté, son aspect faussement bête, faussement cracra, et en fait tout ce que ça veut dire de politique. Je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens, quand on dit punk, s'imaginent que c'est un mouvement esthétique et musical seulement, quelque chose qui appartiendrait au passé et qui serait assez figé, alors que pour moi c'est vraiment une manière de penser le monde et de penser la communauté et de penser la création qui serait empreinte d'une attention qu'on donnerait aux autres, de prendre soin les uns des autres, de laisser la place aux autres pour créer, ne pas se mettre au centre de tout, mais au contraire penser collectif, là où par exemple le mouvement hippie pouvait être assez individualiste. Penser le punk comme quelque chose de révolutionnaire et non de figé, c'est-à-dire que le punk maintenant ça existe toujours, être punk ça existe toujours, mais ça ne ressemble absolument pas au punk des Sex Pistols, quoi. C'est autre chose, c'est une autre manière d'être subversif, de penser une société alternative, d'être au monde. Les codes subversifs de l'époque des Sex Pistols, c'est pas les mêmes codes subversifs de l'époque de Bikini Kids, et c'est pas les mêmes codes subversifs que maintenant. C'est-à-dire que ce qui était considéré comme subversif au moment des Sex Pistols, si tu le fais toujours maintenant, bah en fait t'es plus réac que subversif. Ce livre, c'est ça tout le propos, c'est comment est-ce que on fait du punk un mouvement vivant qui cesserait
réinventer, qui est toujours avant-gardiste et avec cette attention particulière d'être communauté et de prendre soin. Et ça, c'est un aspect auquel on pense pas forcément. On pense pas forcément que le punk, c'est un mouvement de faire soi-même pour donner aussi de la place aux autres, pas pour se mettre seulement soi en valeur. Je vous le conseille, c'est un tout petit livre avec des chapitres, donc vous pouvez ne lire que ceux dont la thématique vous intéresse, par exemple. C'est parti pour les livres auxquels j'ai mis 3 étoiles, et on commence par Les Lois du ciel par Grégoire Courtois. C'est un livre hyper sombre, hyper glauque que j'ai lu suite à un reel Instagram où ça disait les romans les plus glauques que j'ai lus de ma vie, et genre comme je connaissais cet auteur, je me suis dit vas-y, je vais le lire. Effectivement, c'est assez sombre. Ça raconte l'histoire d'un groupe scolaire qui part faire une sortie dans les bois et du camping. Tout se passe mal. Quand je dis tout se passe mal à un niveau hardcore quoi. Et en fait, on est un peu sur un livre à la destination finale, mais en mode pas drôle. C'est assez surprenant des livres où il n'y a pas de happy end, surtout quand c'est des livres qui impliquent des enfants. C'est un thriller bien noir, mais pas si mal. J'ai aussi lu de Cathy Bor la bande dessinée Peace Mémé. J'aime beaucoup le dessin de Cathy Bor. Je trouve que c'est magnifique. C'est elle qui avait fait en BD la saga 4 sœurs. Là, comme dans beaucoup de ses bandes dessinées, c'est un récit d'émancipation et de sororité d'un groupe de femmes, dont une qui me semble être un personnage qu'on a déjà vu dans la BD Vacances, qui était hyper bien, qui décide d'ouvrir un café ensemble avec l'héritage touché par une de leurs grandes tantes ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Un lieu qui s'appelle le Peace Mémé. Je ne saurais plus raconter plus en détail que ça, mais c'était une bonne lecture. Par l'autrice Non, je ne sais pas comment ça se prononce, N-O-N. J'ai lu les 3 tomes de Ada Bana, que j'ai pas vraiment aimé et dont je n'ai aucun souvenir. Je crois que c'est un thriller, c'est une histoire de meurtre, mais vraiment je ne m'en souviens mais pas du tout. Voilà, je sais juste que j'avais été hyper déçue parce qu'on me l'avait vendu comme un super manga. J'avais des amis dont j'estime beaucoup les goûts qui avaient dit que c'était genre vraiment leur manga préféré, et j'ai vraiment pas accroché, d'où cette note. Après on continue avec des Sandrine Colette. Il y a 3 livres que j'ai lus d'elle et que j'ai mis dans cette catégorie. Le premier c'est Animal. Ça se passe dans une forêt au Népal où il y a une sorte de pratique rituelle où on ligote des enfants à un arbre pour les donner à manger en sacrifice. Une femme en voyage tombe sur 2 enfants qu'elle décide de libérer, et voilà, ça raconte ça, et des années après ce qui se passe. Pas trop accroché, je sais pas si c'est un vrai rituel, mais le côté oulala les sauvages au Népal, bon, qui tue des enfants, bon, je sais pas. Le pitch de base m'a pas transcendé déjà. J'ai aussi lu Ces orages-là, qui est un roman sur des violences conjugales et sur une femme qui essaye de s'échapper de l'emprise d'un homme très cruel qui a un espèce de jeu pervers où il aime la mettre nue dans une forêt et lui courir après comme s'il allait la tuer. Quelqu'un de très bien. Lui aussi, ça m'a vachement moins plu. Le pitch est intriguant, mais après ça tient pas la longueur, et la plupart du roman c'est un peu ennuyeux. Ça me met mal de dire ce terme pour un sujet pareil. Disons qu'il y a un moment très fort au début et puis après c'est assez plat. Et enfin j'ai lu son dernier livre, Madeleine avant l'aube, dont j'ai pas beaucoup de souvenirs. C'est dans un petit hameau un peu reculé de tout, où il y a 2 sœurs jumelles, et un jour il y a une petite fille qui s'appelle Madeleine qui surgit de nulle part, qui est affamée et qui du coup est adoptée par ce village, et notamment ses 2 sœurs jumelles. C'est assez dramatique ce qui se passe après, mais je m'en rappelle plus trop. J'ai pas envie de chercher dans ma mémoire parce que j'ai peur de spoiler. C'était clairement pas le livre de Sandrine Colette que j'ai préféré. Il est un peu plus classique. Elle a fait un autre roman qui ressemble à fond à ça, dont je vous parlerai l'année prochaine du coup, puisque je viens de le lire. De Panayotis Pasco, j'ai lu La prochaine fois que tu mordras la poussière, ce livre dont tout le monde parle et dont on m'a dit beaucoup de bien, que j'ai trouvé pas mal, mais qui m'a pas transcendé non plus, d'où les 3 étoiles. C'est son témoignage pour petit à petit faire son coming in, donc c'est-à-dire se rendre compte lui-même qu'il est homosexuel, puis faire son coming out. Ça raconte vraiment le début des choses qu'on peut déjà voir dans ses stand-up, où il arrive pas du tout à avoir des relations honnêtes avec les femmes, et en fait c'est parce que il aime pas les femmes. Et c'est assez fort parce que ça montre les conflits qu'il peut avoir avec son père et sa famille par rapport à cette question, et le temps que ça prend de s'accepter et d'oser en parler en espérant ne pas perdre l'amour de ses parents. J'ai lu de Camille Lancévelé et de Thomas Fauvet La prison pour asile, point d'interrogation. C'est dans la collection Intervention des éditions de la Maison des
sciences de l'homme. Cette collection, elle a pour but de synthétiser et de rendre très accessible des recherches de sociologues et autres scientifiques universitaires. Là, en l'occurrence, c'est une étude pour voir tous les cas de personnes qui relèveraient plutôt du monde du soin et de la psychiatrie éventuellement, mais en tout cas, voilà, qui sont des personnes malades, qui se retrouvent en prison, faute de moyens pour soigner les gens. La prison devient une espèce de foutoir où on met toutes les personnes déviantes. Bon, bah ça, c'est Foucault 101, c'est-à-dire les lieux pour les marginaux où tout le monde est assimilé, tout le monde est mis ensemble. C'est un peu une étude de pourquoi est-ce qu'on préfère punir plutôt que guérir, parce que finalement, même celles qui n'ont pas de troubles psy en prison mériteraient peut-être du soin et de la thérapie. Enquête intéressante qui me fait avancer dans mes questionnements anticarcéraux qui sont pas forcément faciles à tenir et pour lesquels c'est toujours bien d'avoir des nouvelles ressources. J'ai aussi lu cet ouvrage collectif dirigé par Megan Dome, Ils vécurent heureux et n'eurent pas d'enfants. Aussi un livre que j'ai lu pour ma recherche sur ma bande dessinée sur les parentalités. Et du coup, ça regroupe les textes de sex-écrivains d'un peu tous les âges, que ce soit des hommes ou des femmes, qui n'ont pas d'enfants et ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants pour la plupart. Pourquoi j'ai mis 3 étoiles? Parce que au bout d'un moment, les témoignages se recoupent beaucoup. Les raisons pour lesquelles les gens n'ont pas d'enfants, telles que c'est raconté, ça devient souvent les mêmes. À partir de la moitié du livre, je me disais bon, en fait, j'ai pas besoin de lire 12 témoignages d'exactement la même raison qui fait qu'on décide de pas avoir d'enfants et on vit très bien ça. Et ensuite, surtout, et c'est ça le plus important, il y a un chapitre, les potes, d'un racisme sidérant où c'est presque du suprématisme blanc. C'est quelqu'un qui dit j'ai pas d'enfants, je suis très content, mais mon seul regret c'est de mettre fin à ma génétique qui est excellente, sachant que moi je suis un universitaire, je suis trop brillant, machin et tout, et genre je vais pas transmettre mes gènes, et je vais pas transmettre mes gènes dans un monde où il y a de plus en plus de latinos et de noirs. C'est texto ce qui est écrit, genre sans l'ombre d'un doute quoi, c'est vraiment écrit en mode genre quel dommage que je ne transmette pas mes gènes d'une qualité supérieure. Donc comment dire que quand on lit ça, on se dit vraiment quel enfer. T'en as pas qu'un seul, hein. T'en as 2 ou 3 où en fait il y a vraiment cette idée de genre oh mince, je vais pas transmettre mes gènes de personnes extraordinaires dans un monde où les bêtas se reproduisent et où les personnes non blanches se reproduisent. Enfin bref, très glauque. Difficile d'avoir envie de retenir quoi que ce soit de ce livre. Sur le même thème, Vieille fille était incroyable, beaucoup plus juste que ça. Ouais, je pense que je le conseille pas trop quoi. Mais après, il y a quelques textes qui sont intéressants, c'est pour ça que j'ai pas mis non plus 0 étoile. Faut faire le tri quoi, vraiment très fort. Je pense que Megan Dome, qui a dirigé, aurait pu faire des choix éditoriaux autres. Je pense qu'il y a suffisamment de gens sur Terre qui ont des choses à dire sur ce sujet pour ne pas mettre les avis de suprématistes blancs quoi. J'ai lu 2 autres livres d'Édouard Louis, j'ai lu Monique s'évade et Combat et métamorphose d'une femme. Les 2 parlent de sa mère. Ça pourrait être intéressant parce que c'est le récit de comment d'abord elle quitte son père et ensuite comment elle quitte son autre compagnon. 2 personnes extrêmement maltraitantes qui l'asservissent à fond. Pourquoi 3 étoiles? Parce que vraiment ces livres, Édouard Louis il les a écrits en infantilisant mais sa mère, mais genre vraiment il en fait un enfant quoi. Et à côté de ça, lui il se fait le sauveur absolu de sa mère quoi. Il y a une sorte d'inversion en mode genre heureusement que je suis là et heureusement que j'ai mon argent et je vous mets carte sur table tout ce que j'ai dépensé pour l'émancipation de ma mère. Je sais que l'idée de mettre tout l'argent qu'il a dépensé c'était pour dire voilà ça coûte tant de s'émanciper en tant que femme et du coup très clairement pouvoir quitter son mari est un truc de riche ou en tout cas un truc très très difficile d'accès pour une femme précaire. Mais là la manière dont c'est tourné c'est vraiment en mode genre oh là là maman comment je t'ai sauvé la vie, regarde en plus j'ai raconté ton histoire à tout le monde du coup attends il y a une pièce de théâtre sur toi et t'y vas et les gens ils sont bravo Monique bravo et elle est toute petite, elle est trop timide, elle est trop... Enfin vraiment c'est dégoûtant comme manière de parler d'un être humain et hyper méprisant. Vous voyez ça rejoint ce que j'avais dit avant que j'ai pas trouvé dans son livre L'effondrement. D'ailleurs après ce livre tu comprends pourquoi en fait sa famille lui en veut. Je comprends que sa sœur et son frère aiment pas ses livres en fait. J'entends que quand on écrit sur sa famille on se fait pas que des amis mais là il y a un côté je suis grand prince qui est assez insupportable quand il est couplé à une infantilisation d'une femme adulte. Donc pas ouf. J'ai lu la bande dessinée de Pauline de Tarragon, donc aka Pyjama il me semble, qui s'appelle Minuscule folle sauvage, qui parle de ses troubles psy. Déjà j'accroche pas du tout au dessin et j'accroche pas du tout à ce style de narration qui est hyper décousu, on dirait que c'est des phrases dans un carnet. J'ai l'impression que j'ai vu plein de fois un livre comme ça. Je trouve qu'il y a une certaine, je sais pas comment le dire de manière pas négative, ça manque de rigueur dans la narration. C'est trop simple, c'est très en surface. En fait c'est des images Insta
pour moi. T'as une image, t'as une phrase plus ou moins choc et on les juxtapose et pouf, ça fait un livre. Et pourquoi pas, hein. Mais moi, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Et surtout sur des sujets aussi importants et complexes que la maladie mentale. Le réduire par 2-3 phrases, j'ai l'impression qu'il faut être un génie absolu pour réussir à faire un truc qui soit poignant. Je dis pas que cette personne n'est pas un génie, mais disons que j'ai trouvé ça léger, quoi. De Fanny Michaelis, j'ai lu la bande dessinée Géante, dont je ne me souviens pas. Là, en regardant Google, je trouve ça très très beau. Et visiblement, c'est une histoire de triangle amoureux. Suivant, de Catherine Castro, j'ai lu Appelez-moi Nathan, qui raconte une transition de genre. Je pense que l'autrice n'est pas concernée, mais que peut-être elle a travaillé avec des gens qui le sont. C'est un livre qui est plus pour faire de la pédagogie de base, pour des gens qui ne connaissent absolument rien aux transidentités. Je pense que c'est un livre qui doit être hyper important pour des gens qui vraiment sont perdus et comprennent pas trop ce qui se joue, parce que ça éduque pas mal à plein de choses, notamment à la dysphorie de genre, au parcours de transition, tout ça. Quand c'est des sujets qu'on connaît, tout de suite ça semble très en surface. Le style graphique, ça accroche vraiment pas. Et il y a des côtés un peu niais. J'entends qu'on a besoin de récits où c'est pas sombre, mais j'ai l'impression qu'il y a des manières de le faire qui sont un peu plus subtiles, moins premier degré, quoi. Je pense que c'est l'intention du livre, hein, donc c'est très bien. C'est juste que moi, j'ai pas forcément répondu à ça. De Lucie Albrecht, j'ai lu la bande dessinée Sylvain, qui raconte l'histoire de 2 jeunes filles qui ont perdu leur maman d'un cancer. Et Sylvain, c'est le petit nom qu'elles ont donné au cancer de leur maman pour dédramatiser les choses et avoir moins peur. C'est vraiment un livre qui va parler du deuil de la maladie d'une manière assez poétique. Graphiquement, je trouve que le dessin, il est assez rigide. L'histoire, je saurais plus trop vous dire ce que j'en ai pensé, mais pour avoir mis 3 étoiles, je pense que j'ai pas été forcément hyper convaincue, même si c'est un récit qui est toujours intéressant en fait, de comment est-ce que tu continues, comment est-ce que tu survis à tes proches, quoi. J'ai aussi lu la bande dessinée féministe Récits militants sur la cause des femmes, qui est un ouvrage collectif avec plusieurs autoristes de bande dessinée sur plusieurs thèmes. Pourquoi j'ai mis 3 étoiles? Parce que c'est très inégal. Il y a des bandes dessinées qui sont vraiment trop bien, qui expliquent des choses, qui portent des témoignages singuliers qu'on lit nulle part ailleurs, qui sont graphiquement très belles. Et à côté de ça, il y a des choses qui sont plus fragiles, qui apprennent moins de choses, qui sont moins pointues, qui sont moins exigeantes. Du coup, ça fait un ouvrage pas très unifié. Mais ça reste un ouvrage intéressant. J'ai pris plaisir à le lire en général. J'ai aussi lu de Double Bob, quelques minutes après que le temps s'arrête. C'est très joli graphiquement, c'est une sorte de tout petit ouvrage avec plein de petits livrets dans un coffret. C'est plus sur la narration où ça m'a moins convaincue. J'ai eu du mal à rentrer dedans, mais je sais que y a plein de gens qui adorent ce livre, qui le trouve très fort, tel qu'il est, dans sa simplicité, dans sa sobriété aussi peut-être. Ah, et je vois qu'il a gagné des prix à Angoulême. Non, il était dans la sélection officielle. Et ben écoute, Double Bob, c'est très bien. Félicitations. J'ai enfin lu une bande dessinée de Fab Caro, Zai 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 Zai. C'est l'histoire d'une course-poursuite et d'une traque un peu déjantée qui n'a pas trop de sens. Le point de départ, c'est le mec qui est à la caisse et il a oublié sa carte de fidélité et du coup il s'enfuit. Enfin, c'est ça le début de la course-poursuite, pour vous dire un peu le level d'absurde qu'il peut y avoir. Je sais pas encore pourquoi Fab Caro est porté au nu à ce point. Je trouve que ça va, mais bon, c'est assez standard quoi comme BD. Je suis pas tombée des nues, j'ai pas fait une découverte. C'était une bonne BD, je me suis amusée, y a pas de souci, mais assez classique finalement, malgré le ton absurde qui est recherché. Ensuite, de Riyad Satouf, j'ai lu sa dernière bande dessinée, Moi Fadi, le frère volé, 1986-1994, qui est une suite directe, un spin-off, on pourrait dire, de l'Arabe du futur, qui raconte comment son plus jeune frère a été kidnappé par son père et comment il ne l'a plus jamais revu jusqu'à l'âge adulte. C'est écrit du point de vue de son petit frère. Je pense que je sais pas trop sur quel pied danser, parce que je pense que c'est des récits qui font le beau jeu de l'extrême droite et de l'islamophobie, malheureusement. Puis après, c'est une histoire qui s'étire quand même. Enfin, tout l'Arabe du futur, ça parle de ça, donc avoir un nouveau tome, je sais pas si c'était nécessaire. Peut-être que pour lui, ça l'est, j'en sais rien. Ça m'a pas transcendé, mais évidemment, je pense que je lirai la suite. D'où les 3 étoiles. On va pas faire son hypocrite. J'ai quand même passé un bon moment et j'ai envie de savoir la suite. Enfin, on passe au livre auquel j'ai mis 2 étoiles et c'est la dernière catégorie. D'abord de Rory Power. Excusez-moi ce nom de super-héros. J'ai lu Wilder Girls. Je l'avais vu dans exactement le même Reels Instagram qui disait les livres les plus dérangeants du monde. Donc je m'attendais à être dérangée. Et en fait, c'est clairement la littérature pour ados vraiment pas terrible quoi. Sur un internat un peu coupé de tout sur une île avec des filles qui ont eu une maladie
maladie, enfin il y a eu une sorte d'épidémie qui leur fait des déformations physiques. Et franchement, qu'est-ce que c'est nul. Désolée pour toutes les personnes qui adorent, mais bon, déjà il n'y a pas d'invention, ça retombe comme un soufflet, il n'y a pas vraiment de tension, ça va un peu nulle part. On nous sert de 3 amourettes queer. Pour moi, ça fait plus queerbaiting qu'autre chose. Je sais pas si c'est que je suis trop vieille pour lire ça, ou si c'est juste premier degré pas bien. J'arrive pas à me rendre compte si c'est un livre voilà, qui a eu un succès, qui est très apprécié ou pas. Je devrais regarder sur Goodreads. Hey, il est relativement bien noté, hein. Et enfin, j'ai lu le livre de Judith Godrèche qui s'appelle Point de côté, qu'elle a écrit il y a longtemps. Je l'avais trouvé chez ma mamie, du coup je l'ai lu. Bon sang que c'est mal écrit. C'est quelqu'un qui essaye de faire des effets de style, mais ça tombe à l'eau. C'est vraiment mauvais. Je pense que si c'était pas Judith Godrèche, ce serait jamais sorti. Et là, il y a une ressortie parce qu'en fait, on se rend compte que c'est très très inspiré de son histoire d'enfant qui a subi de la pédocriminalité dans le milieu du cinéma. C'est très inspiré de sa vie, je pense. Et en fait, le contenu est intéressant, mais vraiment la forme, mais ça rebute. C'est illisible. Je suis désolée, hein. Genre, c'est méchant, mais voilà, j'ai parlé de tout. C'est dommage de finir par les pires livres, que genre le mot de la fin, ça soit genre Judith Godrèche ne sait pas écrire un roman. Elle a plein d'autres qualités, hein, bien sûr. Mais bon, bref, voilà, cette longue vidéo est terminée. Je l'ai enfin faite. J'espère que vous êtes contents, contentes. Vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé. Merci d'être arrivés jusque-là. J'espère à tout bientôt. Si j'arrive à survivre à la canicule, je ferai d'autres vidéos. J'ai plein d'idées. N'hésitez pas à me demander des choses que vous voulez voir. Si vous voulez revoir des vidéos sur des critiques de cinéma, plutôt des vidéos make-up. Si vous voulez que je vous parle de mes projets en cours, tout est possible. Je suis à l'écoute. Merci pour tout. Je vous souhaite un très bel été. Je vous souhaite aussi de lire si c'est quelque chose qui peut vous apporter du bonheur. À bientôt. Bye.